Ravi d'être ici. Merci beaucoup d'Evox de m'accueillir et très enchanté d'avoir une salle aussi comble. Je vais vous parler effectivement d'une aventure entrepreneuriale, celle de l'entreprise que j'ai créée et qui s'appelle Ganymede Robotics. Oui, il me manque le bip. Voilà. Excusez-moi. Bon, je pleure, mais ça n'est ni de l'émotion ni de la tristesse. J'ai un truc dans l'œil. Faites comme si vous ne voyez rien, s'il vous plaît. Heureusement que je connais mes slides. Voilà, donc je vais vous parler d'une aventure entrepreneuriale qui est celle de Ganymede que j'ai créée. Bon, quand même, c'est compliqué là. Et effectivement, on est passé d'un projet extrêmement deep tech, de quasiment pure recherche, avec des gens qui avaient des doctorats en vision par ordinateur, en robotique, etc., à un projet qui maintenant est en train de transformer une technologie en un produit qui n'est pas un simple produit, qui est un dispositif médical. Donc il doit répondre à un certain nombre de normes, de réglementations. Et au-delà de la norme, la réglementation, il y a un impératif moral et éthique de ne pas blesser les gens qu'on va soigner avec notre robot. Et donc tout ça, ça impose une évolution très nette des modes de fonctionnement, à la fois individuels et collectifs, pour arriver à sortir du code de qualité. Et pourquoi est-ce que je suis ici à Devox aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, on parle de robot chirurgical. La société s'appelle Ganymede Robotics. Mais en fait, le code, c'est 70% de nos activités. Si on compte le logiciel embarqué, la vision par ordinateur, le code robot, la robotique, tout ce qui est cinématique, etc., au final, c'est 70% des gens qui codent chez nous, en tout cas dans l'équipe R&D. Je n'en fais pas partie. Voilà. Mais personne n'est parfait. Donc moi je m'appelle Sophie Cahen, je suis cofondatrice et CEO de Ganymede Robotics. Je suis ingénieur de formation, mais comme je viens de le dire, pas logiciel, plutôt ingénieur process, même si aujourd'hui je lève des fonds et je fais des keynotes. Donc j'ai un peu changé de métier. Ganymede Robotics, c'est une entreprise qui a 4 ans et demi, presque 5 aujourd'hui. On fait de la robotique pour la chirurgie. Et pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit avant, le logiciel, la technologie a énormément apporté au monde de la santé. On s'inscrit dans ce qu'on considère comme étant la deuxième génération, enfin la deuxième révolution des technologies médicales. La première révolution des technologies médicales, c'était d'inventer des traitements qui n'existaient pas. Des pacemakers, par exemple. Avant le pacemaker, des gens meurent. Après le pacemaker, des gens vivent. C'est cool. La deuxième révolution des technologies médicales, c'est de faire en sorte qu'on puisse en démocratiser l'accès. C'est ce que disait la première speaker, Céline, c'est qu'il y a un énorme enjeu d'accès aux soins avec une montée très forte de la demande et puis un nombre de praticiens formés qui reste constant. Donc nous, on s'inscrit là-dedans avec un robot chirurgical qui a vocation à être beaucoup plus petit, maniable, abordable et intuitif d'utilisation que tout ce qui a pu le précéder, et évidemment que la technique manuelle conventionnelle. Orthopédie, pose de prothèse, ça parle peut-être pas à tout le monde. L'orthopédie, c'est la chirurgie des tissus rigides, donc tout ce qui est en gros du crâne aux orteils, en passant par hanches, genoux, etc. On travaille, nous, sur les membres inférieurs, donc en commençant par le genou. Et on a développé 2 briques technologiques uniques et brevetées. La première, c'est une sorte de GPS des os au bloc opératoire qui permet de savoir exactement comment sont... Alors, quand je fais ce geste, il faut comprendre c'est fémur tibia, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Donc, savoir exactement comment sont positionnés les os dans l'espace de la scène chirurgicale pour que les chirurgiens coupent au bon endroit, ne débordent pas. Enfin, je pense que je ne vous fais pas de dessin, vous voyez pourquoi c'est important. Donc ça, c'est de la vision par ordinateur qu'on a non seulement développée en interne, mais aussi validée sur 100 patients dans le cadre d'un essai clinique qui a eu lieu à Lyon en France et qui est de la pure traitement de données, fusion de données. Et la deuxième brique sur laquelle on avait un énorme doute, on a développé un robot from scratch avec notamment des freins électromagnétiques pilotés en position. Et ça, pareil, ça n'avait pas été fait, en tout cas jamais dans notre domaine à notre connaissance. On est face à des géants américains, évidemment. Donc le challenger, c'est nous. Je dis souvent à l'équipe, il va y avoir du sang sur les murs et ce ne sera pas le nôtre, parce qu'on arrive avec une technologie qui est complètement disruptive et qui a vraiment et l'ambition et la capacité de devenir une technologie mainstream au bloc opératoire. Voilà sur Ganymede. On fait tout ça grâce à une super équipe, dont d'ailleurs certaines sont dans la salle aujourd'hui, si jamais vous avez des questions après. Je dis ça parce qu'on recrute, je le répéterai après.
Super équipe qui a beaucoup évolué. J'ai monté la boîte au début, j'étais seule avec des chirurgiens évidemment qui ont apporté leurs idées, l'accès au bloc, etc. Aujourd'hui, on est une quarantaine. On a levé effectivement à peu près 40 millions d'euros en quelques années. Et tout ça grâce à une équipe quand même un peu de tête brûlée au début, puisqu'il fallait construire de zéro un robot chirurgical. On peut difficilement imaginer un projet plus complexe, plus transverse, plus challengeant, à la fois bourré de contraintes et d'inconnus que de faire ce travail-là. Et pourtant, en 4 ans, on est passé d'une page blanche complètement sur un paperboard chez un de nos chirurgiens, un robot qui, il y a quelques semaines, a remporté un succès énorme lors d'un congrès à Las Vegas. Ce n'était pas le CES, c'est l'AOS, c'est le American Academy of Orthopedic Surgeons. Voilà, on a amené un prototype là et les chirurgiens étaient emballés. Donc de 0 à 4 ans, sortir un proto qui emballe les chires, c'est pas mal. Et c'est grâce à cette équipe-là, c'est pour ça que je les montre. Voilà. Merci. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon il n'y a pas de keynote, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'on commence en faisant du code, typiquement sur la vision par ordinateur, sur le contrôle des freins, donc ces trucs-là qui étaient des énormes sources d'interrogation au début. Je ne parle même pas du hardware avec SolidWorks et compagnie. On commence par une phase de faisabilité technologique, pure et dure. C'est-à-dire, est-ce que notre truc a une chance de marcher ? Donc là, on ne va pas s'embarrasser d'un tas de contraintes, de bonnes pratiques. On fait du quick and dirty et c'est ça qu'il faut faire. Ce serait absurde de faire des procédures à l'infini alors que le truc n'est pas certain de marcher. Mais ça veut dire qu'on a un code legacy de recherche au début qu'il faut transformer en produit, et aussi qu'on a des gens qui ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, qui ont l'habitude de tester de manière itérative, ultra rapide dans leur coin, sans forcément communiquer avec ni d'autres développeurs, ni d'autres personnes de l'entreprise, des algos sous une certaine forme. Et ensuite, on passe à un développement produit, et là, évidemment, tout change. Et donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment on négocie ce passage-là, du labo à la salle d'op, pour une équipe. Donc, c'est un sujet assez people. Comment on gère ça ? C'est plus les mêmes personnes, mais on veut garder les personnes qui ont l'expertise du début, qui nous aident à développer le produit, sachant qu'on rajoute des compétences quasiment toutes les semaines, la qualité, le réglementaire. Il y a 2 ans, on a eu une chance infinie, notre lead dev DevOps, Gofi, qui a ensuite recruté son équipe à lui. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour apporter de nouvelles méthodes de travail à tout le monde sans les dégoûter ? Voilà. Donc ça, c'est pas forcément évident. Ça nécessite de trouver un équilibre entre le quick and dirty, qui est nécessaire au début, qui est vertueux par certaines manières, et qui est, j'avoue, mon gros penchant naturel, et une forme de perfectionnisme, d'envie de bien faire les choses, de les faire selon un certain process qui correspond à la fois à la norme de produire un code de qualité, mais en plus norme du dispositif médical. Et je pense que ça, quelque chose qui nous a aidés, c'est de réfléchir de manière construite et pensée à la notion de polarité. C'est-à-dire le quick and dirty versus le propre, construit, processé. C'est pas 2 visions du monde qui s'affrontent. C'est pas 2 équipes, l'équipe de recherche et l'équipe dev qui s'affrontent. C'est une polarité. On met un curseur quelque part, et il y a un moment dans la vie de l'entreprise où le curseur il doit être là. C'est une question de survie. Et puis, à un moment, le curseur, il doit être là, c'est une question de survie. Et à partir du moment où on l'explique aux gens, où ils sont engagés, ils ont envie que ça fonctionne, expliquer ça sous cette forme-là, ça a réussi, en tout cas dans une très grande mesure et pour le moment, à nous faire basculer, à nous aider à prendre ce fameux virage dont on parle souvent. Ouais, on fait des visuels, on est très très fiers. On a un designer, mais c'est pas lui qui a fait les slides. Voilà. Enfin, vous me pardonnerez, je pense que vous comprendrez le message quand même. Il a fallu prendre ce virage. Alors là, dans la slide, on est un peu avant. Dans la vraie vie, je pense qu'on est en plein dedans. Et pour vous donner une échelle de temps, donc, en gros, on a commencé à avoir nos premiers brevets, les premiers prix, récompenses qu'on a remportés, etc. en 2019. Il y a exactement 4 ans. Aujourd'hui, on est en 2023. On a commencé ce virage vers 2021, donc il y a 2 ans. On a fait 2 ans de pur faisac, en gros,
On s'est rassuré sur le fait que ouais, c'est un peu fou, mais ça marche. Et là, on a commencé très doucement à mettre en place des nouvelles méthodes de travail. Ces nouvelles méthodes de travail, elles sont, c'est pas vous que je vais les apprendre, c'est plutôt moi qui ai appris quelque chose. Elles sont d'ordre individuel, et donc ça passe par de la formation, de la communication, mais beaucoup de soft leadership aussi, c'est-à-dire que nous, la personne qui est arrivée pour transmettre ce savoir-là aux équipes, transmettre le savoir de comment est-ce qu'on fait du code propre, comment est-ce qu'on fait du code propre en dispositif médical, c'est-à-dire qu'il y a une chance un jour d'arriver sur le marché, parce que sinon on peut faire mumuse dans un bac à sable ad vitam, quoi. C'est transmettre ces connaissances-là de manière à ce qu'elles soient reçues, mais pas seulement avec professionnalisme par des gens qui veulent bien faire le travail, mais avec reconnaissance par des gens qui ont envie d'apprendre, qui savent que si on veut amener le projet jusqu'au bout, si on veut amener le produit jusqu'au patient, y a pas mal de choses à faire. Et donc ça passe par des formations internes, la mise en place de bonnes pratiques, mais aussi beaucoup d'envie d'embarquer, etc. Et ça, je pense, peut-être souvent, c'est un rôle dont on ne parle pas suffisamment pour les développeurs. En tout cas, le lead software chez nous, c'est quelqu'un qui a dû embarquer une partie de l'équipe dans une nouvelle démarche, l'expliquer. Donc il y a une part de leadership, d'influence, de capacité à embarquer, dont on ne parle pas souvent, mais qui chez nous a été déterminante. Pour arriver à prendre ce virage. On peut en reparler, il y a des gens de son équipe dans la salle, je l'ai déjà dit. Voilà, donc ça c'est à l'échelle individuelle, les équipes de développement, vision par ordinateur, etc. Tout d'un coup on met en place des nouvelles pratiques, des nouveaux outils. Mais il y a aussi évidemment à l'échelle collective. Nous on est soumis à la norme 62304. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Et en fait, pour ceux qui travaillent dans des entreprises peut-être moins réglementées, moins régulées, en fait, ce qui se passait chez nous au début, c'était qu'on faisait que le 5.5, quoi. Unit Implementation Verification, chacun dans son coin, et puis hop, le bout de code marche, etc. C'est cool. Aujourd'hui, nous, si on veut arriver jusqu'au marché, on est obligé de mettre en place tout un process beaucoup plus structuré qui répond à la dite norme, qui parle des besoins clients, les customer needs qui sont documentés, jusqu'à la vérification qui sont bien satisfaits, en passant par tout un tas d'étapes qui incluent l'analyse de risque du soft, le plan de développement, l'analyse des requirements, l'architecture, etc. Et ça de manière continue et structurée à travers toutes les activités des gens qui développent. Voilà, donc c'est work in progress. Hein. Je ne dis pas qu'on y est encore complètement, mais enfin ça se passe quand même extrêmement bien jusqu'à présent. Ça implique aussi de nouveaux outils, et alors j'y reviendrai après, un nouveau vocabulaire qui est parfois pas complètement transparent pour l'intégralité de l'équipe, surtout ceux qui ne codent pas, il y en a quand même quelques-uns. On est passé un peu, alors je caricature hein, les silex, les arcs et les flèches, mais quand même des outils ultra basiques à une suite très structurée. Je ne suis pas en mesure d'expliquer à quoi servent ces outils, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, même si j'ai eu un petit crash course avant la keynote. D'ailleurs, j'ai vu le panneau Jenkins, pardon, comment ça se dit, le kakemono dans la conférence. Voilà. Donc vous êtes plus renseigné que moi. Enfin voilà, ça implique de mettre en place énormément d'outils. Et ce qu'il faut garder en tête dans la vie d'une entreprise, donc on est passé de 1 à 40 personnes là en quelques années, c'est que ce changement d'outils, il se fait en parallèle du changement d'échelle de l'entreprise. Donc il se fait en parallèle des formations cybersécu, il se fait en parallèle des formations management pour ceux qui deviennent lead d'équipe, il se fait en parallèle des formations Teams, Jira et compagnie, il se fait en parallèle d'un déménagement parce qu'on n'a plus de place, il se fait en parallèle de la mise en place des entretiens annuels, il se met en parallèle de tout ce qui est construction d'une entreprise. Donc c'est un boulot énorme pour lequel il faut une quantité d'énergie dans la boîte qui est assez délirante. Voilà, mais on est en train de très bien avancer. Et un exemple de ça que je trouve marrant, c'est que c'est un message qui a été posté sur Slack. On voit le vocabulaire de l'équipe et les habitudes même de langage en train d'évoluer, puisque ça, je pense pas que c'est un message qui aura été facilement compris par l'intégralité de l'équipe il y a quelques années.
Pourtant, aujourd'hui, tout le monde a bien retiré son manteau. Voilà. Donc, le shift culturel est en train de prendre. Dernier point, voilà, focus on the goal, not the obstacles. On a un but très clair dans l'équipe et je pense que c'est ça qui rend possible le niveau de motivation, d'engagement exceptionnel qu'on voit de la part de tout le monde chez Ganymede. On sait qu'on construit un robot qui permettra de mieux soigner les gens. Mieux, pourquoi? Parce que de manière plus précise, de manière moins invasive, de manière aussi beaucoup moins opérateur dépendant. Céline parlait de cancer tout à l'heure. La chirurgie aujourd'hui, c'est extrêmement opérateur dépendant. Donc un bon chirurgien, un mauvais chirurgien, dans un bon jour, dans un moins bon jour. Voilà, ça donne pas le même résultat. Ça se joue aussi beaucoup aux heures de vol, à l'expérience. Et donc l'objectif pour nous, de goal ici, c'est que tout le monde puisse avoir accès à des soins de qualité. En chirurgie orthopédique pour commencer, mais l'objectif est d'aller plus loin. Pour donner quelques chiffres, hein, je rappelle un peu l'ambition de ce qu'on est en train de faire. Sur 6 milliards d'humains, je pense qu'on est peut-être un peu plus maintenant, il y en a à peu près 5 milliards qui n'ont aucun accès à la chirurgie. Aucun. Donc je ne vais pas vous demander de lever la main si vous avez des actes chirurgicaux, je pense que c'est à peu près tout le monde dans la salle. Si je demande de lever la main ceux qui ont connu quelqu'un qui est passé par la chirurgie, bon, là c'est évidemment tout le monde. Donc si vous imaginez des mondes entiers dans lesquels personne n'a accès à la chirurgie, la qualité de vie, l'espérance de vie en bonne santé, etc., n'est évidemment pas la même. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on passe par des phases plus ou moins sympas, plus ou moins rébarbatives, type 62-304, mais en sachant où on va, ça nous permet de surmonter les obstacles. Merci à tous, ce sera ma conclusion. Je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas peur de la répétition. Notre équipe développement logiciel recrute. Voilà, je suis en orange, c'est pas pour rien. Vous me repérez dans les... Voilà. Merci beaucoup.